Allô? C'est bon. Miracle. Merci aux équipes techniques. Ça a l'air précaire, donc on va profiter du micro tant qu'il marche et essayer de regagner un peu de temps sur cette table ronde sur la permanence des soins. On accueille aujourd'hui trois personnalités et je les remercie d'avoir accepté cette table ronde. Professeur Noura Chemi, qui nous vient de Toulouse, président de CME, gériatre universitaire, praticien universitaire. Didier Jaffre, directeur d'ARS, Occitanie. Christine Schibler, FHP, déléguée générale, qui vont nous présenter des points de vue, vous l'avez compris à travers leurs fonctions, différents sur ce sujet complexe de la permanence des soins. Alors j'aurais commencé par un premier sujet, sans doute le plus compliqué et d'actualité. Comment on la répartit, cette permanence des soins? Il y a le débat du public, du privé. Est-ce que le privé participe assez? Est-ce que le public participe assez? Comment on fait? J'aimerais commencer ce propos et ce sujet par toi, Didier, si tu veux bien nous en dire quelques mots. Merci Frédéric et bonjour à toutes et tous. Alors je ne vais peut-être pas répondre en fait directement à ta question parce que je pense que le sujet de la permanence des soins, c'est pas de la répartition entre public, privé et qui fait quoi. C'est de partir des gens, donc de la population, et de définir dans chacun des territoires quel est le besoin en ligne de permanence des soins. En rappelant bien entendu pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas aguerris à ce merveilleux sujet, que bien entendu tout ce qui est réglementé, on ne se pose pas de questions, ça doit obligatoirement être fait, et que là on est bien sur la permanence des soins non réglementés, c'est-à-dire non obligatoires, comme la radio, comme la médecine, etc. Et donc, si je prends l'exemple de ma région, on est en train de monter ce schéma de permanence des soins que chaque ARS doit faire dans chacune de ces régions, en partant des besoins dans chacun des territoires. Bien entendu, on ne met pas de côté la fameuse enquête sur la permanence, etc. Mais moi, je souhaite vraiment remettre tout à zéro. Ça doit être une vraie révolution. La refonte de la PDSES. Non, il faut rester calme. Et donc, bien entendu, on va avoir des territoires, si je prends l'Occitanie et Fatih, Conny, le territoire aussi bien que moi, très ruraux. Et là, on sait qu'on va avoir quelques difficultés dans certains de nos hôpitaux à répondre à ce besoin qui est forcément présent. Et puis bien entendu, dans les métropoles que je prends, si je prends Toulouse, si je prends Montpellier ou si je prends Nîmes, pour ne citer que ces trois grandes villes chez nous, ou encore Perpignan ou Béziers, là on va avoir un partage entre le public, le privé, mais à chaque fois, on ne va pas partir des lignes existantes, on va partir des vrais besoins de la population, définir le nombre de lignes dont on a besoin, et ensuite, on demandera aux offreurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, de nous dire comment ils veulent y répondre, selon quelle modalité. C'est tout le sens de la nouvelle loi sur le sujet. Et moi, je ne doute pas que tout le monde va y arriver. Et puis, si jamais vous savez qu'on n'y arrive pas, il paraît qu'il y a un juge de paix qui s'appelle l'Agence régionale de santé pour fixer le cadre et fixer la répartition des lignes. Mais donc, encore une fois, je pense que si on part tous des besoins de la population, c'est un moyen de transcender ce fameux équilibre public-privé, même si moi je pars d'une région où c'est un peu plus facile qu'ailleurs, il faut bien le dire, puisque si vous avez regardé les chiffres, on est la seule région où le poids du privé en matière de permanence des soins est aussi élevé. Chez moi, c'est 30% des lignes de permanence des soins qui sont faites par le secteur privé parce que l'offre est ainsi faite entre le secteur public et le secteur privé. Mais partons des besoins, ne partons pas de l'offre existante. Merci beaucoup. C'est un propos presque consensuel quand on te connaît un petit peu, mais c'est normal. La réalité des acteurs sur ce sujet, équilibre de participation entre le secteur public-privé, il y a un discours, Antoine Lefond, qui consiste à dire qu'il faut que le privé prenne sa part sur la permanence des soins. Qu'en pense la FHP? Alors, la FHP et les syndicats des médecins libéraux se sont exprimés à plusieurs reprises cette dernière année sur le sujet, en exprimant à quel point on souhaitait augmenter notre participation et qu'on était engagé sur la question de la permanence des soins. Donc ça, là-dessus, c'est clair. Ça ne fait aucune ambiguïté, ça a été dit. Et j'apprécie beaucoup ce que vient de dire Didier, c'est-à-dire qu'il faut partir des besoins. Ça, c'est essentiel. Et pas inventer une autre méthode que ça. Il faut avoir un vrai travail de lisibilité, de transparence pour avoir des chiffres qui sont clairs et partagés. Il faut que cette réforme, cette révision des schémas soit faite par les DG des agences et pas les GHT ou tel acteur.
le seul qui est légitime pour la régulation, c'est l'ARS et l'ensemble de ses équipes. Donc partir là-dessus. Et après, il faut qu'il y ait vraiment un travail qui s'organise au niveau des territoires. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que, vous le savez peut-être, je pense que vous le savez, mais il y a un certain nombre de lignes, il y a beaucoup d'hétérogénéité selon les régions, avec des lignes qui sont payées dans des régions et pas dans d'autres. Vous avez des régions qui ont fait des choix historiques de prendre certaines gardes astreintes et pas d'autres, dans certaines disciplines. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de Didier. Il ne faut pas reprendre l'historique, mais il faut prendre les besoins d'aujourd'hui des patients avec ce qu'on sait qu'on peut faire comme distance, etc. Après, pour la répartition, plusieurs choses. D'abord, dans le privé, on a moins de lignes qui sont payées que dans le public. Il y a beaucoup de lignes qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément rémunérées. Donc je pense que si on veut satisfaire l'objectif que l'on souhaite, c'est-à-dire, on l'a souvent exprimé, c'est-à-dire on fait 35% des soins sur le territoire national pour 18% de l'Ondam, et on souhaiterait tendre vers 30-35% de la PDSES. Alors c'est pas forcément évident parce que ça a été dit d'ailleurs lors d'une audition que vous avez eue, toi Didier et puis Yann Bubien. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de disciplines qu'on n'a pas forcément, on exerce moins d'urgence parce qu'on a moins d'autorisation d'urgence, pas parce qu'on ne voulait pas, mais en tout cas c'est ce qu'on a obtenu. On a moins de services de réa que le public, donc bien entendu on ne peut pas être absolument équivalent. Mais on souhaite augmenter notre part, et pour faire que ce moment de révision des schémas des PDSES soit vraiment une réussite, il faut avoir une certaine méthode, et je dois dire que celle que Didier a décrite me rassure plutôt. Alors, sur cette question, avant de passer la parole à notre présidente de CME de Toulouse, il y a bien sûr l'idée de répondre à un besoin, on a bien compris que c'était la méthode, mais il y a aussi à l'hôpital public, en écho à ce que tu viens de dire, le sentiment que la permanence des soins qui est la plus difficile, la plus lourde, parfois pas rémunérée également, c'est pour les hôpitaux publics, il n'y a pas le choix, et qu'en revanche, il y a une forme de côté facultatif pour le secteur privé, ce qui était le cas jusque-là et ce qui s'annonce différemment dans les nouveaux schémas. Comment c'est vécu ça par l'hôpital public en termes d'attractivité, etc., de lourdeur, en particulier dans les CHU? Alors, globalement, moi je pense que c'est très territoire dépendant en fonction, bien sûr, de la représentation du public et du privé. Je viens d'une ville, Toulouse, où le privé a une part extrêmement importante, avec des collègues avec qui on collabore sur certaines des filières. Je pense en particulier à la cardiologie, par exemple, les urgences cardiologiques, la psychiatrie, puisqu'on a travaillé sur la psychiatrie. Donc tout ceci se construit et c'est très territoire dépendant. Mais globalement, ce que l'on peut dire, et ça je pense que Didier Jaff pourra aussi le confirmer, c'est que les lignes de garde, la permanence des soins dans les CHU de manière globale coûtent plus cher que ce qui nous est octroyé. Pour mon CHU, par exemple, c'est 2 à 2,5 fois plus cher le coût de la permanence des soins. Et globalement, la première chose, c'est que c'est aussi un élément qui pèse dans la notion d'attractivité, en particulier pour certaines disciplines. Je pense à la neurochirurgie, puisque les neurochirurgiens, dans beaucoup de CHU, par exemple, ont un rôle également territorial et hémi-régional pour la permanence des soins. Donc, s'il pouvait y avoir un partage, comme cela a été dit, ça pourrait être très bien. Deuxièmement, je pense aussi qu'il est important que l'on puisse travailler non seulement sur la réponse à la permanence des soins, mais aussi à l'aval, à la sortie, comme on l'a eu fait par exemple pour la psychiatrie, parce que c'est le turnover qui fait qu'on peut répondre à un besoin. Et contrairement à ce que l'on pense, en particulier sur les patients gériatriques, quand les patients gériatriques arrivent dans les urgences, c'est parce que c'est grave. Souvent, le sentiment subjectif, c'est qu'ils arrivent parce qu'il n'y a pas d'offre de soins de médecine générale. Mais pour les patients âgés polypathologiques, globalement, lorsqu'ils arrivent aux urgences, c'est grave. Donc il faut quand même qu'on puisse partager l'aval de ces urgences. J'entendais sur la table ronde précédente qu'il était important de promouvoir les lits de médecine polyvalente ou de post-urgence. Le CHU Toulouse, on a été le premier CHU en 2004 à avoir le premier post-urgence gériatrique que l'on a créé. Donc je ne peux être
qu'ambitieuse par rapport à ça, mais il ne faut pas que les CH et les CHU se transforment en des services de médecine polyvalente ou de post-urgence, parce que ça aussi, on perd un petit peu de notre ADN et de notre mission. Donc c'est important qu'on puisse aussi partager l'aval. Ensuite, je crois aussi que dans ce schéma qui va être dépoussiéré, il est important aussi de réfléchir au schéma transfrontalier entre les ARS en particulier. Je pense à Tarbes et à Pau, par exemple, pour notre région, et, pour être au plus près des besoins des personnes. Et globalement, ce que l'on peut dire, c'est que les urgences, c'est souvent le baromètre de santé, en fait, de notre organisation de santé. Et quand ça ne va pas, quand au CHU ou au CH ça ne va pas, c'est que la médecine de territoire ne va pas et que pour qu'on aille bien, il faut que l'un et l'autre, on puisse collaborer ensemble. Christine, tu voulais réagir Non, mais c'est vrai que vous soulignez l'importance du parcours, quoi, finalement, hein, et tous ces enchaînements de moments d'hospitalisation et de prise en charge qui se font. Et c'est vrai que quelquefois, nous, dans le privé, on n'a pas les autorisations. Donc, par exemple, sur la question difficile de la psychiatrie, on a besoin d'avoir des autorisations et des financements. Donc voilà, donc c'est vrai que de toute façon, l'organisation, elle doit être territoriale. Donc, il faudrait pouvoir regarder un peu les parcours pour pouvoir justement voir un peu les nœuds de blocage, ce qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de faire. Il y a dans vos interventions respectives un sujet qui revient, c'est le sujet des financements. Alors Didier, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on fait plus de PDS avec un peu moins? Parce que si on a bien compris, la contrainte était de retour dans nos politiques publiques, d'une part. Et d'autre part, une question pour tout le monde, est-ce que la valorisation de la permanence des soins pour les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, est suffisamment reconnue? Mais comme l'a rappelé la ministre ce matin, il n'y a pas d'argent magique. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Ça n'empêche pas de remettre à plat, aussi bien en termes d'organisation que de financement, tout ce qu'on donne sur la permanence des soins en santé. Puisque ça représente sur les fonds d'intervention régionaux des agences des pourcentages à 5%. On est autour de 20%, 20 à 25% du FIR qui est consacré dans chacune des régions à la permanence des soins d'établissements de santé, ce qui est loin d'être neutre. Ça veut dire qu'avec cette somme, déjà, si on sait bien l'allouer en fonction des besoins, je pense qu'on peut financer beaucoup de lignes. La même valeur pour tout le monde, parce que je pense que ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences, y compris entre les établissements publics, entre les PUPH, entre les PH, avec les professionnels libéraux. Donc on voit bien qu'il faut ça remettre totalement à plat. Et après, bien entendu, il appartiendra aux agences, à partir du schéma fait à partir des besoins, d'en déterminer le schéma financier. Mais pas peut-être comme on a fait les autres fois, où c'était avant tout des schémas financiers, nos schémas de permanence des soins. En gros, combien de lignes on est capable de financer? C'est comme ça qu'à Toulouse, on s'est retrouvé à avoir des demi-lignes de garde, ce qui en pratique n'existe pas. C'est impossible de faire des demi-lignes de garde pour des médecins, mais même pour une organisation. Donc ça, on voit bien qu'il ne faut pas que le prisme financier soit d'emblée l'objectif. L'objectif, c'est bien la réponse aux besoins. Et après, bien entendu, on devra faire dans l'enveloppe. Alors, soit l'enveloppe telle qu'elle est aujourd'hui, elle est ISO, très bien ça reste, soit elle est inférieure, soit elle est supérieure, à charge pour les DG d'ARS de mieux répartir le fonds d'intervention régional sur ce sujet-là. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on homogénéise les règles de financement. Et après, ça a été dit par Fatih et par Christine, nous, on a fait le choix en région Occitanie de d'abord réviser le schéma des urgences. Certaines autres régions ont décidé de tout réviser en même temps. Nous, il semblait déjà de réviser le schéma des urgences, autrement dit de savoir quels étaient les établissements qui allaient être autorisés. Donc ça, c'est fait. On est en train d'allouer les autorisations, mais le PRS volet urgence a été adopté à l'unanimité dans la région. Donc on sait pertinemment quelles sont les cliniques, quels sont les établissements de santé publics qui ont ces autorisations d'urgence. Et du coup, on en découle la permanence des soins d'établissements de santé, parce qu'il y a forcément un lien, même si tout n'est pas relié, il y a quand même un lien. Un établissement qui a un service d'urgence et qui ne peut pas faire fonctionner de la radiologie, ça ne peut pas marcher. Donc il y a forcément là. Et pour autant, on ne va pas demander à tous les services de radiologie d'être en permanence des soins. Ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc on voit qu'il y a un juge de paix quand même qui est l'organisation. Christine parlait des filières. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit vraiment jouer. Et à partir de là, je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que par ailleurs, tout n'est pas financé
dans la fameuse ligne PDSES. Je ne veux pas refaire les discours d'il y a plus de 20 ans. Il y a une partie continuité, qui, je le rappelle, est dans les tarifs ou dans les missions d'intérêt général. Et puis la vraie partie permanence des soins d'établissement de santé. Alors bien sûr, la ligne, elle est ténue de savoir qu'est-ce qui en relève. Mais on voit bien quand même, par rapport à ce que disait Fatih, l'accueil du patient gériatrique à 3 h du matin dans une clinique, ça c'est de la vraie permanence des soins. L'accueil en pleine journée, c'est pas de la permanence des soins. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se réfère à l'organisation et veiller encore une fois à la bonne utilisation, ce que nous demandent nos ministres, la bonne utilisation de l'argent public. Le FIR, ce sont les cotisations des salariés et des entreprises. On doit veiller à la bonne utilisation de ces moyens. On me signale qu'il nous reste que quelques minutes. Donc, je vous passe la parole pour nous dire un peu le sujet de la valorisation pour les professionnels, et puis on terminera sur la méthode. Non, je voulais rajouter, si vous me le permettez, sur la notion de collaboration en fait entre le secteur public et le secteur privé. Je pense que ça, c'est très territoire dépendant évidemment, mais il y a des modèles d'innovation à porter. Comme vous disiez, toutes les cliniques, par exemple, n'ont peut-être pas l'offre de soins radiologiques pléthorique qui peut exister ailleurs, mais il y a quand même des possibilités de collaboration qu'il y a pour partager ce poids de la permanence des soins, parce que c'est vraiment un poids. En particulier, j'ai en tête l'exemple des urgences neurovasculaires où, avec des collègues d'une clinique à côté, on se partage certains week-ends où ils viennent faire des gardes chez nous. Voilà, il y a toute une série d'innovations que l'on peut porter pour partager justement non seulement ce poids, mais aussi après, par la suite, il y a évidemment les parcours et les filières qui s'en suivent, aussi bien pour le public que pour le privé. En ce qui concerne la rémunération, vous avez raison. Il y a des différences, en particulier dans les CHU, entre ce qui est payé aux hospitalo-universitaires et aux hospitaliers. Mais ça, je crois que c'est de longue date. Donc, peut-être qu'il faudra le revoir. Mais il faut aussi peut-être voir en fonction de la lourdeur des gardes, parce que toutes les gardes ne se ressemblent pas. Un urgentiste ou quelqu'un qui est de garde juste pour répondre au téléphone, je pense en particulier par exemple au centre antipoison, ou qui est en réanimation ou en cardiologie, c'est vraiment pas la même lourdeur. Donc je ne sais pas trop comment vous allez faire pour pouvoir adapter cela, mais je crois que c'est un pilier important aussi de l'attractivité. Et n'oublions pas aussi que si on ne fait rien, il y a quand même la réponse de recours des CHU qui peut être mis en danger. Et là, on a quand même une réponse à apporter, je pense en matière de greffe, je pense en matière d'urgence neurovasculaire pour des territoires entiers, ou d'urgence cardiologique ou chirurgicale. Donc là, il ne faut pas qu'on mette en danger cette réponse de recours des CHU. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, Christine. Les clés de réussite d'une réforme comme celle-là, tu les vois comment ? Il y a des mots qui ont été dits déjà qui soulignent, à mon avis, qui font partie des clés de réussite. Donc, le partir des besoins. Ce que vous avez dit, docteur, sur l'équité de traitement, hein, donc la reconnaissance des professionnels, je pense que c'est absolument essentiel. Partir du bilan, être piloté par l'ARS et pas par les uns ou les autres, ça je pense que ça serait une erreur. Évaluer vraiment les interventions pendant les astreintes et les gardes, ça revient un peu à votre charge. Parce que il y a quand même, historiquement, il y a eu des astreintes et gardes qui ont été utilisées plutôt comme complément de rémunération. Et puis, moi, je conseille à tous de relire le rapport de l'IGAS sur le sujet de juin 2023, qui est un excellent rapport, qui a été écrit notamment par Mathias Alberton, qui met en valeur l'importance dans ce sujet d'obtenir l'adhésion des professionnels de santé et de rétablir une forme de confiance. Et ce sujet de la PDSES, ce n'est pas qu'un sujet permanence des soins. En fait, et ça a été dit par Didier et Yann lors de leur intervention la semaine dernière à l'Assemblée nationale, je crois. C'est une opportunité historique de retravailler, comment dirais-je, d'amplifier la coopération publique-privée, ville-hôpital. Donc on ne peut pas se louper. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble des syndicats médicaux, nous, on propose depuis le début de l'année qu'il puisse y avoir un pacte d'engagement collectif pour une permanence des soins durable et qui soit équilibré entre tous les acteurs.
et qui montre surtout finalement l'engagement politique et l'importance que nous accordons à la réussite de ce sujet. Parce que si ce sujet-là est une réussite, c'est-à-dire si on n'arrivera pas partout et en tout point, mais si on arrive à avoir des choses qui se passent quand même globalement bien, avec la confiance dans les acteurs de terrain, parce que vous avez raison, il faut avoir des innovations dans chaque terrain, ce n'est pas le national qui doit le dire, et puis qu'on arrive à faire une révision réussie avec des acteurs satisfaits après, eh bien en fait, ça sera le socle d'amélioration des coopérations sur les territoires. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a proposé, et on attend toujours une réponse, mais on a proposé qu'il y ait un engagement de l'ensemble des fédérations et des syndicats professionnels sur cette charte pour réussir la permanence des soins. Et donc, ça veut dire aussi que revoir ce schéma, et je suis contente d'entendre que il y a des temps qui sont pris par les agences, etc., et qu'on ne fait pas ça dans l'urgence, parce qu'à un moment donné, moi, c'était la crainte que j'avais. On nous avait annoncé des révisions en 2 mois. C'est pas possible. C'est un chantier qui est considérable et qui est porteur à la fois de beaucoup de possibilités d'espoir, mais aussi de risques. Donc, il faut qu'on ait un peu le temps, quoi, de se parler, etc., etc. Et puis, dernière chose, parce que moi, j'y tiens beaucoup, c'est que quand il y aura des difficultés sur un territoire, et dans la charte, on a proposé de le mettre, il faut faire appel au règlement amiable des différends et donc faire appel à la médiation pour régler les situations critiques et ne pas laisser des blessures qui vont être des blessures qui marqueront très longtemps le territoire, là où on peut régler les choses différemment. Merci beaucoup. Il est temps de conclure. Donc de la méthode, de l'équité, repartir de zéro, sortir des idées reçues un petit peu. Une conclusion pour finir, Didier. Moi, je dirais surtout que, comme tous les sujets de santé, la PDSES, ça doit être l'affaire de toutes et tous. Et que ça ne doit pas être uniquement un sujet de professionnel ou un sujet d'établissement ou un sujet de fédération. Ça doit être avant tout un sujet d'usagers. Et donc ça veut dire que nos schémas régionaux, alors en l'occurrence en Occitanie, ce sera un schéma départemental, puisque nous aurons 13 schémas de la permanence des soins d'établissements de santé. Moi, je souhaite qu'ils soient débattus, construits, dans les conseils territoriaux de santé, avec les usagers, avec les élus, avec les professionnels, pilotés effectivement par les institutionnels et l'agence que nous sommes. Mais il ne faut pas que ça devienne un débat technique. Ça doit être un vrai débat sur l'organisation, parce que finalement, à travers la PDSES, c'est l'organisation de notre système de santé. Et je pense que ça doit être débattu avec l'ensemble des usagers, avec nos 6 millions 100 d'habitants, parce que c'est leur organisation, c'est comment ils vont se diriger dans le système de santé. Et donc, il ne faut pas que ça devienne une affaire technique. Donc, évidemment, on a un très bon rapport de l'IGAS. Donc, en matière de technique, on a tout. En revanche, la manière d'expliquer, qu'est-ce que c'est, comment ça doit fonctionner, quels sont vos besoins, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que la PDSES, hormis les sachants que nous sommes. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller se confronter aux réalités du terrain et participer et construire ce schéma, effectivement, non pas en 2 semaines, mais pour moi, c'est plutôt en 6 mois, si on veut prendre le temps d'une vraie construction et d'une concertation. Merci beaucoup à tous les trois. On est obligé de conclure. Et on prolongera sans doute cet échange à d'autres occasions. Merci à tous.